Bonjour à tous et bienvenue. Le général Raza Muhammad nous rejoint aujourd'hui, un général 2 étoiles à la retraite de l'armée pakistanaise, actuellement président de l'Institut de recherche sur les politiques d'Islamabad et ayant précédemment occupé des postes d'ambassadeur dans plusieurs pays. Alors général, c'est un plaisir de vous revoir et c'est formidable de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant d'être ici. Eh bien, il semble que le monde subisse un remaniement majeur, comme nous l'avons déjà discuté par le passé. L'ordre mondial unipolaire ou hégémonique établi après la guerre froide a pris fin, selon l'aveu de Washington. Nous semblons maintenant être au milieu d'une transition très désordonnée vers un système multipolaire, dans lequel les grandes puissances doivent apprendre à interagir différemment les unes avec les autres. J'ai toujours trouvé que le Pakistan est un pays vraiment fascinant, car il est situé si près de la Chine, de la Russie, de l'Inde et de l'Iran, a beaucoup de coopération avec les États-Unis, et le Pakistan lui-même est un pays à prendre en compte. C'est un grand pays, et il est également voisin de l'Afghanistan turbulent. C'est donc encore une fois une partie fascinante du monde. Je voulais donc commencer par: quelles sont, selon vous, les principales considérations politiques et économiques pour le Pakistan à ce moment très critique de l'histoire? Merci beaucoup pour cette très bonne question et merci beaucoup de m'avoir invité. Ce fut un plaisir de recevoir votre email et de me connecter avec vous. Bien que je termine mon mandat à l'IPRI, qui est un mandat de 3 ans, je vais quitter l'IPRI. Néanmoins, ces points de vue sont importants et je vais les discuter. D'accord. En ce qui concerne le Pakistan, je pense que je vais commencer de l'intérieur vers l'extérieur, zoomer et dézoomer également. Tout d'abord, lorsque nous regardons en interne, le Pakistan traverse une période quelque peu difficile en ce qui concerne la situation économique. Bien qu'elle se soit beaucoup améliorée, nos réserves étrangères se sont améliorées, notre déficit commercial a été contrôlé et l'inflation a été contrôlée dans une certaine mesure. Cependant, il y a des problèmes liés à la polarisation interne et à la situation interne au Pakistan. Nous sommes aux prises avec ces problèmes, et parmi eux, le plus important est que le Pakistan est sur la liste des cibles pour les attaques terroristes venant de l'autre côté de la frontière. Quand je dis de l'autre côté de la frontière, je veux dire qu'il y a certains éléments utilisant un territoire étranger. Ils y vivent, vont et viennent. De nombreuses activités terroristes ont eu lieu. Récemment, vous avez dû entendre qu'ils ont également détourné un train. Heureusement, en l'espace de 36 heures, les forces armées pakistanaises ont pris le contrôle de la situation et elles ont pu éliminer les terroristes et libérer les otages. C'est donc en quelque sorte une situation interne. Elle est liée à la situation internationale de plusieurs manières. Dans le sens où, en ce qui concerne la situation économique, le Pakistan doit rester connecté avec les pays régionaux et occidentaux pour le commerce, la connectivité, les importations et les exportations. Comme nous traversons des problèmes, nous traitons également avec le FMI. Le FMI est un facteur important, et en ce qui concerne le FMI, il y a des conditionnalités. Vous devez suivre leur programme. Donc ces conditionnalités sont parfois aussi plus strictes. Le Pakistan essaye de surmonter toutes ces choses. En ce qui concerne la situation internationale, surtout après la prise de fonction du président Trump aux États-Unis, au cours des 2 derniers mois, il a pris des mesures très radicales. Ce qui domine maintenant la sphère médiatique internationale, c'est la guerre des tarifs, ou pour ainsi dire la guerre commerciale, ou vous pourriez dire l'imposition de tarifs. Le président Trump a imposé des tarifs à plusieurs pays, y compris des alliés, des amis et des ennemis, je dirais. En tête de liste des tarifs se trouve la Chine.
Le Pakistan a également vu certaines augmentations de tarifs, mais dans l'ensemble, le Pakistan n'est pas dans un état très mauvais. Les principales exportations du Pakistan vers l'Amérique sont les produits en coton. Donc en ce qui concerne le coton, les principaux concurrents dans la région sont le Bangladesh, le Vietnam et dans une certaine mesure la Corée du Sud et l'Inde. En ce qui concerne les tarifs, je pense que le Pakistan et l'Inde ont à y gagner. L'Inde a un ratio de tarifs légèrement inférieur, tandis que le Pakistan en a un peu plus. Mais en comparant le Bangladesh et le Vietnam, ils sont dans une bonne position. Et il est possible que nous puissions tirer parti de cette opportunité. En ce qui concerne le gouvernement du Pakistan, ils ont formé une délégation, ils ont formé une équipe. Ils se sont réunis avec les économistes et ont proposé certaines mesures. Les mesures consistent à engager le dialogue avec le gouvernement des États-Unis, à engager le dialogue avec M. Trump et à essayer de réduire les tarifs si possible. Le Pakistan n'est pas susceptible d'opter pour des contre-tarifs car nous ne sommes pas si gravement touchés et le Pakistan aimerait tirer parti de cette situation où certains autres pays ont plus de tarifs. En ce qui concerne la coopération entre le Pakistan et les pays de la région, le Pakistan fait de son mieux pour avoir de bonnes relations avec les pays de la région, ainsi qu'avec les États-Unis et la Chine. Je vais donc m'arrêter ici et nous attendrons la prochaine question. J'espère avoir répondu correctement à votre première question. Oui, tout à fait. Si nous pouvons nous tourner un peu vers la sécurité internationale, je suppose qu'il est juste de dire que les principales tensions pour le Pakistan seraient avec l'Inde. Voyez-vous des changements dans la situation? Eh bien, nous avons ce qu'on appelle souvent l'intégration eurasienne, c'est-à-dire que la Russie, la Chine et l'Inde poursuivent toutes ces initiatives d'infrastructure, de coopération technologique et financière. Cela change-t-il la situation d'une manière ou d'une autre, par exemple en ce qui concerne les différends territoriaux sur le Cachemire, ou cela vous rend-il plus optimiste ou pessimiste quant à une solution possible? Je suppose oui, un chemin plus pacifique avec l'Inde, car j'ai remarqué que chaque fois que je parle à des gens de l'Inde, ils soulignent que, alors que l'Inde tente de s'intégrer davantage dans le cœur de l'Eurasie, par exemple, le corridor international de transport nord-sud entre l'Inde, l'Iran et la Russie, il y a de fortes incitations économiques à améliorer cela en surmontant certaines des relations difficiles qu'ils ont avec le Pakistan. Voyez-vous des changements dans cette situation? Merci beaucoup. C'est une question très chargée. J'aurai besoin d'un peu plus de temps pour y répondre, mais j'espère que vous pourrez être patient. Tout d'abord, parlons du Pakistan et des pays voisins. Le Pakistan a eu des relations difficiles avec l'Inde depuis longtemps, principalement en raison du conflit au Cachemire. Depuis combien d'années? Environ 7, 8 ans. Le Pakistan et l'Inde ont été, pas 7, 8 ans, mais ils ont conclu un cessez-le-feu sur la ligne de contrôle après l'incident de Pulwama en 2019. Veuillez m'excuser, j'ai juste oublié la date exacte. Alors restons-en là, l'incident de Pulwama. Et après cela, il y a eu un échange d'attaques aériennes. Et le Pakistan est entré en Inde, et nous avons abattu certains de leurs avions. Mais après cela, nous avons eu un cessez-le-feu, et il tient toujours. Le Pakistan a proposé à plusieurs reprises à l'Inde de venir à la table, de discuter et de résoudre les problèmes. L'Inde a posé certaines conditions préalables qui, à ce stade, ne sont pas basées sur les faits. Le Pakistan a eu quelques incidents passés, mais actuellement, le Pakistan se concentre davantage sur lui-même et souhaite que la région devienne pacifique. Le Pakistan a proposé à l'Inde de discuter, mais l'Inde est très pertinente pour les États-Unis.
Il est très pertinent pour les objectifs stratégiques des États-Unis dans cette région, et le plus grand objectif stratégique des États-Unis est le confinement de la Chine. C'est là que les intérêts de l'Inde et des États-Unis s'alignent, car l'Inde considère également la Chine comme son grand ennemi. Nous avons des problèmes avec l'Afghanistan. Nous avions des relations relativement fonctionnelles. Mais après le retrait des États-Unis d'Afghanistan, des organisations terroristes comme le Tehrik-i-Taliban Pakistan, appelé TTP, ISK, ISIS et Al-Ahrar, et bien d'autres, forment un conglomérat d'organisations militantes qui utilisent le territoire afghan pour mener des attaques ici et là. Ils ont même mené une attaque en Russie également. En ce qui concerne la connectivité nord-sud, l'Inde avait de bonnes possibilités de connexion via l'Iran, mais je pense qu'après l'abandon du JCPOA par Trump, l'Inde s'est également éloignée du développement du corridor de Chabahar. C'était un accord trilatéral entre l'Inde, l'Afghanistan et l'Iran. Ils avaient prévu un corridor en investissant 21 milliards de dollars de Chabahar à l'Afghanistan, d'Al-Aran, Zaranjan, puis vers l'Asie centrale, et de là vers la Russie et la Chine. Mais je pense qu'ils l'ont mis de côté, et dans ce vide, la Chine est intervenue. La Chine et l'Iran ont signé un accord de 25 ans de 400 à 450 milliards de dollars, englobant le développement de Chabahar, l'infrastructure pétrolière, la coopération en matière de défense, la coopération scientifique et tout cela. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des progrès à ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne l'échelle économique et le rapport coût-bénéfice de l'utilisation de Chabahar ou Bandar Abbas par l'Inde pour se connecter avec l'Asie centrale, la Russie, la Chine et toute cette intégration eurasienne par rapport à Gwadar et au Pakistan. Si vous voyez depuis Chabahar pour faire des affaires avec l'Asie centrale, l'Inde est susceptible de prendre environ 20 à 22 jours. Vous devez amener les choses au port, les charger sur les navires, les amener là-bas, décharger, les ramener au conteneur, puis voyager et y arriver. D'un point de vue coût, d'une échelle de temps et économie d'argent, cela devient une proposition pas très faisable. En comparant cela, si l'Inde et le Pakistan entretiennent de bonnes relations, et si l'Inde souhaite avoir de bonnes relations avec le Pakistan et utiliser le territoire pakistanais pour le commerce de transit du nord au sud à travers l'Afghanistan, il ne faudra guère plus de 24 à 36 heures pour que ces marchandises traversent le Pakistan, entrent en Afghanistan et commencent à voyager. C'est donc la différence entre l'Iran et cet endroit. Maintenant, en ce qui concerne la connectivité, l'intégration eurasienne, l'initiative de la ceinture et de la route et tout cela. Comme vous le savez, le Pakistan fait partie de l'initiative de la ceinture et de la route. Nous avons signé un accord avec la Chine pour le CPEC. La Chine a promis environ 62 milliards de dollars pour investir ici. La première phase a été achevée avec succès. La deuxième phase est un peu retardée en raison de certains problèmes. Le problème le plus important est l'attaque terroriste contre les Chinois au Pakistan. Donc à cause de cela, il y a un léger retard. Mais pour revenir à la question initiale, si l'Afghanistan est stabilisé, la connexion avec le Pakistan reste la meilleure pour l'Inde et pour le monde entier, pour la connectivité avec le continent eurasiatique. Parce que tout ce qui se déplace de Chabahar via Gwadar, tout ce qui se déplace de Bandar Abbas via Karachi et Port Qasim, qui sont 3 ports que le Pakistan possède déjà, le Pakistan se trouve dans une position avantageuse. Et si l'Inde veut tirer parti de cet avantage, l'Inde en bénéficiera également. Dernier point, l'impact de la politique internationale sur toute cette matrice. L'important, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que l'Inde est très pertinente pour les États-Unis. M. Trump le sait, M. Modi le sait, n'est-ce pas? Et M. Modi surfe sur la vague de la pertinence.
L'Inde surfe sur la vague de la pertinence, et M. Modi surfe sur la vague du populisme dans le pays. Donc l'Inde est un peu arrogante quand il s'agit de parler. Mais en fin de compte, l'Inde en profite le plus. Il commerce avec la Russie, il commerce avec l'Iran, malgré les sanctions, et ils ont les meilleures relations et gains des États-Unis et de leurs alliés. Ainsi, le Pakistan est dans une position un peu désavantageuse. Et cela apporte une asymétrie à l'équilibre des pouvoirs en Asie du Sud, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que si cette asymétrie s'élargit, le Pakistan est très désavantagé dans le domaine des armes conventionnelles. Naturellement, le seuil nucléaire sera abaissé. Donc, ce n'est pas une très bonne situation. Mais le Pakistan persévère, le Pakistan fait de son mieux pour améliorer les relations ici et là, et partout dans le monde, avec toutes les puissances mondiales et les pays régionaux. La Chine reste l'un des alliés les plus fiables, car elle est celle qui nous soutient dans les domaines économiques, sécuritaires et technologiques. Merci. Non, je suppose que le corridor économique Chine-Pakistan est devenu un élément clé du développement économique et de la sécurité du Pakistan, avec le corridor s'étendant jusqu'à la côte au port de Gwadar. Mais voyez-vous des changements plus larges, sinon des défis, à la suite de cette relation? Parce qu'on disait souvent que si les Chinois avaient des tensions avec les Indiens, ils pouvaient s'appuyer sur le Pakistan. Il est également suggéré qu'une partie de ce corridor économique de la Chine au Pakistan pourrait être étendue plus à l'ouest en Iran pour lier la région dans un format plus large. Y a-t-il des obstacles sur ce chemin ou sera-t-il principalement axé sur le gaz ou les ressources naturelles? Ou comment pouvons-nous mieux comprendre ce qui se passe? D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, commençons par le corridor économique Chine-Pakistan. Comme je l'ai dit, ils ont promis un investissement d'environ 62 milliards de dollars. Sur cet investissement total, 17 à 18% est un prêt et le reste est un IDE. Ce sont donc les entreprises chinoises qui investissent ici. Elles gagneront et rapatrieront les bénéfices et récupéreront l'argent, puis remettront les choses au Pakistan. Dans la première phase, il y avait deux choses importantes. L'une était l'infrastructure et l'autre était l'énergie ou l'électricité. Celles-ci ont été très bien conclues en fait. L'infrastructure a été achevée et les projets énergétiques ont été presque terminés. 90% d'entre eux sont terminés. Le Pakistan dispose actuellement d'un surplus d'énergie car notre phase 2 a été retardée. C'est la composante industrielle de ce projet. Et pourquoi a-t-elle été retardée? Quels sont les obstacles? C'est la question. Il y a deux types d'obstacles. Soyons clairs. Premièrement, seuls les États-Unis d'Amérique et l'Inde sont contre le CPEC et l'initiative de la ceinture et de la route. Ils sont des partenaires stratégiques contre la Chine. L'Inde a été déclarée fournisseur de sécurité nette par les États-Unis d'Amérique. La stratégie de sécurité nationale des États-Unis le mentionne également. Donc, quand il s'agit de cela, ça signifie que l'Inde se trouve dans une position avantageuse. Mais en même temps, la seule opposition au CPEC et à l'initiative de la ceinture et de la route, dans notre cas, est due à la collusion d'intérêts entre les États-Unis et l'Inde. Maintenant, le premier obstacle est qu'il est diabolisé. Les médias et les institutions politiques des deux pays continuent de cibler le CPEC, affirmant qu'il s'agit d'un piège de la dette ou d'une colonisation, etc. En ce qui concerne le piège de la dette, cela pourrait avoir été un piège de la dette si la majeure partie du prêt que le Pakistan doit au monde provenait de la Chine. Cependant, sur les 130 à 135 milliards de dollars de prêts que le Pakistan doit au monde, à peine 30 milliards sont dus à la Chine. Le reste, plus de 100 milliards, est dû à l'Occident, au FMI et à d'autres pays.
C'est donc une chose. Deuxièmement, leurs médias, leurs peuples, leurs politiciens continuent de diaboliser cela comme un projet qui est essentiellement utilisé, peut-être, ou sera utilisé par la Chine pour accroître sa sphère d'influence. L'initiative de la ceinture et de la route, je tiens à le préciser ici, n'est pas un projet coercitif. Il n'est pas imposé. En fait, ce que la Chine dit, c'est que c'est un projet gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, bien sûr, vous comprenez, c'est un projet mutuellement bénéfique. Et nulle part, la Chine ne l'a imposé à aucun pays. Actuellement, il y a 150 pays qui font partie de l'initiative de la ceinture et de la route. Ils incluent les peuples ou les pays d'Asie, d'Eurasie, de toute la masse continentale eurasienne, d'Afrique et même d'Amérique latine. Peu de pays en Europe, même en Europe et en Amérique, en bénéficient indirectement. Il y a tellement de machines. Il y a tant de turbines, de General Electric et de bien d'autres qui sont utilisées dans divers projets. Ils en bénéficient également indirectement. Il y a des entrepreneurs et des entreprises travaillant dans le CEPEC. Le deuxième obstacle, qui est plus sérieux et a en fait inhibé les Chinois et le gouvernement chinois ou les inquiète, est l'attaque contre les Chinois par des personnes venant d'Afghanistan. Je ne dirais pas que cela est dirigé par le gouvernement afghan, le gouvernement intérimaire de l'Afghanistan, mais le territoire est utilisé et ils y sont hébergés. C'est l'Organisation de libération du Baloutchistan, l'Armée de libération du Baloutchistan, et tant d'autres factions, tant de brigades et tout. Et ils ont maintenant les dernières armes américaines qui ont été laissées par les forces américaines en Afghanistan. Donc une insurrection a besoin d'argent. Une insurrection où le terrorisme a besoin d'argent. Le terrorisme a besoin d'armes. Le terrorisme a besoin de sanctuaires. Donc tout cela leur est malheureusement fourni. Ils viennent attaquer les Chinois. C'est donc un facteur qui, je dirais, contribue au ralentissement du projet. Dernier point, l'important est que les deux pays ont montré de la résilience. Ils ont décidé de s'en tenir au projet et de ne pas se laisser décourager. Merci. Eh bien, parfois, on a l'impression que l'histoire se répète, parce que dans les années 1980, lorsque les Américains soutenaient la résistance contre l'Union soviétique, une fois que c'était terminé, les Américains se sont retirés, et je suppose qu'ils ont laissé un très grand désordre pour le Pakistan. Comme vous l'avez dit, encore une fois, ils se sont retirés d'Afghanistan, laissant derrière eux une énorme quantité d'armes. Si vous avez un voisinage instable combiné avec le séparatisme au Baloutchistan, comment cela est-il utilisé pour, comme vous l'avez dit, attaquer les intérêts chinois et peut-être chercher à perturber ou désengager la relation entre le Pakistan et la Chine? Sont-ils financés par les Américains ou les Britanniques? D'où cela vient-il, s'il y a une certaine coordination ici? En ce qui concerne le financement confirmé provient de l'Inde. Il existe de multiples preuves de financement de l'Inde. Il n'y a pas de preuve confirmée de financement d'un autre pays. Mais l'Inde, oui, l'Inde le finance. L'Inde le finance directement et indirectement. À propos de la répétition de l'histoire, vous avez tout à fait raison. Quand le Pakistan s'est engagé à nouveau, je me souviens de ces jours, et nous entendions nos amis américains dire qu'ils avaient commis une très grosse erreur en nous abandonnant. Et cette fois-ci, cela ne se reproduira pas. Ils ont continué à promettre et à dire encore et encore que cela ne se reproduira pas, mais c'est arrivé. Malheureusement, les armes qu'ils disent être d'environ 7 milliards de dollars, peut-être plus, et maintenant c'est un voisinage très très instable. Et c'est, je vous le dis, une chose très intéressante, monsieur Glendeason. C'est maintenant un conglomérat de terrorisme. Une attaque ne signifie pas une seule organisation. C'est un fait intéressant qui a émergé récemment. Une attaque, disons que Monsieur X paye pour une attaque.
D'accord, je vous paye 50 millions de dollars, 100 millions de dollars, 500 millions de dollars, 100 000 dollars, pour aller attaquer cet endroit et faire cela. Donc, une personne prend le contrat, une organisation prend le contrat, puis en embauche d'autres. Vous pouvez obtenir un kamikaze de quelque part. Cela vient avec de l'argent. Ça ne vient pas nécessairement du BELA, BRA. Ça pourrait être de l'ISIC, ça pourrait être du TTP, ça pourrait être d'une autre organisation. Vous avez besoin de meilleures armes, alors vous les obtenez. Vous avez besoin de meilleures technologies, vous les obtenez, et ainsi de suite. Donc, c'est pas juste c'est une sorte de terrorisme externalisé maintenant. C'est donc l'économie de guerre. Malheureusement, c'est l'économie de guerre. Ce n'est pas seulement le terrorisme maintenant. C'est le terrorisme. Ce sont les drogues. C'est l'enlèvement contre rançon. C'est le trafic d'êtres humains. C'est le trafic d'armes, etc. C'est donc un groupe énorme et un gros problème. Naturellement, malheureusement, les États-Unis d'Amérique sont partis précipitamment, sans aucun arrangement approprié. Une autre chose que je veux ajouter, c'est qu'ils ont remis l'Afghanistan en quelque sorte pacifiquement à une organisation qui était déclarée internationalement comme terroriste. Ils avaient combattu contre elle. Et finalement, la superpuissance du monde a signé un accord de trêve avec un acteur non étatique. Et c'était les talibans. Et les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan. Alors, oui, vous avez les géants de la région, l'Inde, la Chine, les États-Unis. Mais au nord, vous avez aussi une autre grande puissance, la Russie. Et je suppose que la relation historique, surtout en tenant compte des tensions de la guerre froide, a changé de manière significative, n'est-ce pas? Quelle est la relation actuelle entre la Russie et le Pakistan? Est-ce une coopération militaire? Voyez-vous un développement économique? Avez-vous des intérêts communs en Asie centrale? Quelle est l'étendue de l'engagement avec la Russie de nos jours? Excellente question. La Russie est un pays très important dans la région. La Russie est un pays significatif, avec un bon leadership, avec de bonnes personnes qui sont là, avec des personnes intelligentes, avec un très grand potentiel, comme vous le dites. Ce n'est pas un petit pays, c'est une puissance civilisationnelle. C'est un pays civilisationnel comme la Chine, comme tout autre bon pays, premièrement. Deuxièmement, la relation avec le Pakistan. Malheureusement, à cause du passé, à cause du Pakistan étant dans le camp occidental, le Pakistan étant dans le bloc occidental, ou ayant été une sorte d'allié non-OTAN et ayant été dans le SEATO et le CENTO, nous nous sommes éloignés de la Russie, bien que nous étions proches de la Chine, mais pas de la Russie. Ainsi, progressivement, les relations entre le Pakistan et la Russie se sont améliorées. Je pense que les avancées majeures ont eu lieu au début des années 2000, en 2008, 2009, 2010, 2011 et au-delà. Le Pakistan et la Russie ont commencé à interagir l'un avec l'autre. J'ai moi-même été impliqué dans certains processus depuis 2010. Donc le Pakistan se rapproche. En ce qui concerne la relation, elle se situe dans le domaine économique, la coopération sociale, culturelle, et aussi dans la coopération militaire. Le Pakistan a acheté des hélicoptères à la Russie et nous avons également négocié pour certaines autres choses. Une autre chose que je veux souligner ici, c'est en ce qui concerne la stabilité dans la région, la relation du Pakistan avec l'Afghanistan, la relation du Pakistan avec l'Inde, ou la stabilité en Afghanistan. Je maintiens toujours ceci. Il doit s'agir d'une solution régionale, bien que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'ils ne veulent pas que la région soit impliquée. Je pense que la Russie est très importante, la Chine est très importante, et le Pakistan et l'Inde sont également importants. La Turquie est importante. Donc tous ces pays, même l'Iran,
doivent s'asseoir ensemble et réellement apporter la paix et la stabilité en Afghanistan. Maintenant, la stabilité en Afghanistan est bonne pour certains pays et pas bonne pour d'autres. Pour le Pakistan, si l'Afghanistan est stable, nous serons très heureux car l'effet direct est après l'Afghanistan. Si vous voyez ces 45 ans, 50 ans d'instabilité en Afghanistan, cela a le plus nui à l'Afghanistan. Et après l'Afghanistan, c'est le Pakistan qui souffre le plus. Donc le Pakistan sera bénéficiaire s'il y a la paix en Afghanistan. Certains autres pays, des pays occidentaux, veulent que l'Afghanistan soit pacifique, parce que si l'Afghanistan devient pacifique, la DRI réussirait. La Russie n'aurait pas de problème. L'Iran n'aura pas de problème. Le Pakistan n'aura pas de problème. Cette région prospérera. La connectivité eurasienne fleurira. Et il y aura beaucoup d'activités économiques et de développement socio-économique ici. Mais je pense qu'il y a des puissances qui ne veulent pas que l'Afghanistan reste stable. Ces pays régionaux, s'ils se réunissent, alors je pense que l'Amérique se joindra également. Et la Russie reste un acteur très très important dans cette région. La Russie et la Chine toutes deux. Eh bien, je suppose qu'avec la Chine et la Russie ayant un grand intérêt à poursuivre l'intégration eurasienne, un Afghanistan stable est impératif. Mais il est intéressant de noter, après 20 ans d'occupation de l'Afghanistan, pour avoir un Afghanistan stable lié à l'Occident, vous avez maintenant des pays occidentaux, eh bien pas tous, mais certains, qui voient un intérêt stratégique à avoir un Afghanistan déstabilisé. Mais cela impacte alors les politiques du Pakistan en termes de rapprochement vers la Chine et la Russie. Cela le fait. Cela le fait. Je ne pense pas que le Pakistan s'éloignerait ou s'échapperait de l'Amérique dans ce cas, car l'Amérique reste également très très importante. L'Amérique finance l'Afghanistan avec des milliards de dollars par an. Ils ne les ont pas reconnus, mais leur fournissent toujours des fonds. L'Amérique reste importante, mais il ne fait aucun doute que la paix en Afghanistan est très très importante. Le Pakistan doit travailler avec la Russie et la Chine, ainsi que d'autres pays voisins, pour apporter la paix ici. Certains pays ne sont pas intéressés et veulent le maintenir déstabilisé. Si certains pays veulent qu'il soit déstabilisé, cela restera un problème pour le voisinage. Ce sera donc une sorte d'arc d'instabilité qui continuera d'affecter les pays voisins comme la Chine, la Russie, le Pakistan, l'Iran, etc. Comme j'ai donné l'exemple d'une attaque en Russie, l'ISK a été attaqué en Russie. Il y a indiquant des personnes de l'ISK qui étaient en Afghanistan. Alors, oui, ma dernière question concerne la stabilité politique interne au Pakistan. Lorsque l'ancien Premier ministre Imran Khan a été arrêté, il y a eu une certaine instabilité politique et des tensions également avec l'armée, je pense. Comment cela s'est-il déroulé maintenant? Les choses se calment-elles ou dans quelle direction vous dirigez-vous? Oui, je sens qu'il y a une prise de conscience de chaque côté, dans le domaine politique et dans toutes les sphères, que nous devons instaurer un environnement de réconciliation, un environnement dans lequel le Pakistan développe un consensus national sur les questions à traiter. La question de l'économie, la question de la démocratie, la question des relations avec les voisins, la question du terrorisme au Khyber Pakhtunkhwa, ou KP comme nous l'appelons, et aussi la question du terrorisme au Baloutchistan, les éléments sécessionnistes. Au KP c'est différent, au Baloutchistan c'est différent. Mais bien sûr c'est un problème. Bien que le Baloutchistan ait maintenant une majorité de justesse, de Pashtuns, les Balouches, les Braouis et les Sindhis sont également importants. C'est une grande masse terrestre, le Baloutchistan. En ce qui concerne la population, elle ne représente que 17% de la population, mais c'est la plus grande province.
Elle a l'emplacement le plus important. Elle possède des pierres précieuses, de l'or, du cuivre, du gaz, et elle est le lien entre le monde, le Pakistan et l'Eurasie. Il est donc important pour nous d'y avoir de la stabilité. Et dans le pays, comme vous le voyez, il n'y a pas de raccourci. La réconciliation nationale et l'élaboration d'un consensus au niveau national, en adoptant une approche globale pour traiter toutes les questions internes, externes et économiques, sont nécessaires. Eh bien, Général Raza Mohammad, je sais que vous êtes un homme occupé, et c'est toujours très intéressant de parler avec vous. Alors oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, c'était merveilleux. Et j'apprécie vos questions intelligentes, très bien formulées, de très bonnes questions. J'espère avoir pu justifier le temps que vous avez passé avec moi. Oh, certainement. Encore une fois, merci beaucoup, et j'espère vous revoir en octobre. Merci. À bientôt. See you.